Donc, bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue pour ce 4e rendez-vous d'université qui a aujourd'hui pour thème Femmes au pouvoir, pouvoir aux femmes, point d'interrogation. Alors, un petit mot sur les principes d'université. Je vous rappelle que Université est donc à sa 4e édition. Ce rendez-vous a été désiré par le Théâtre de la Cité afin d'ouvrir le théâtre au-delà du théâtre et proposer des rendez-vous, des rencontres autour de thèmes différents avec des invités variés qui ne sont pas forcément des artistes, mais qui émanent de différents milieux socio-professionnels et au-delà. L'objectif est d'initier des échanges avec donc les invités, mais également en théorie, en général, en tout cas avec les membres du public. Aujourd'hui, à cause de la situation sanitaire, eh bien, nous ne pouvons pas vous proposer cette rencontre en direct au Théâtre de la Cité comme nous l'avons fait dans le futur. Mais le théâtre a souhaité maintenir malgré tout ce rendez-vous de façon à pouvoir vous proposer des rencontres et pouvoir maintenir l'activité du Théâtre de la Cité pendant cette période qui est quelque peu complexe pour le monde de la culture. Alors Stéphane Gilles, directeur délégué du Théâtre de la Cité, peut-être vous voulez dire quelques mots sur la situation et sur les activités du Théâtre de la Cité en ces temps troublés. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Emeline. En effet, le théâtre est actuellement fermé pour cause de confinement. Pour autant, nous avons l'autorisation et nous en profitons largement de pouvoir accueillir les équipes en résidence, comme on appelle, c'est-à-dire en temps de travail, que ce soit pour des créations en cours ou pour des créations à venir. Donc, toutes les salles sont occupées actuellement par des équipes artistiques, par nos techniciens. Et nous travaillons en télétravail pour accompagner ces résidences et leur permettre de continuer à réfléchir, à répéter, pour que dès que cela sera possible, nous puissions reprendre les rendez-vous avec les spectateurs. Nous l'espérons très bientôt. Donc, ce rendez-vous université étant en distanciel, alors il y aura pas de montage, donc il y aura peut-être des petits couacs techniques ou des petites surprises. Alors, ce n'est pas grave, hein, ça permettra de rattraper un petit peu peut-être le manque de spontanéité qu'on peut avoir en direct. Donc, voilà, ce sera complètement assumé et puis comme ça ce sera une preuve, s'il en fallait, du fait que cet échange a lieu en direct avec nos différentes invités. Alors, pour cette thématique Femmes au pouvoir, pouvoir aux femmes, nous avons souhaité inviter 6 personnalités de Toulousaine. Alors, pourquoi cette thématique pouvoir aux femmes, femmes au pouvoir, point d'interrogation ? Eh bien, parce que, évidemment, la place des femmes dans nos sociétés est un sujet qui nous tenait à cœur. Le mouvement MeToo, les actualités très très tragiques et très tristes liées au féminicide, les débats relatifs au salaire des femmes, l'élection bientôt officielle d'une vice-présidente femme aux États-Unis, toutes les discussions autour de l'écriture inclusive nous amènent encore et encore à nous poser la question du pouvoir des femmes. Et aujourd'hui, donc, 6 invités sont là. Alors, je vais vous les présenter très rapidement. C'est une présentation qui n'est pas exhaustive et qui ne rend pas compte de l'ampleur des travaux et des activités des intervenantes et intervenants. Mais voilà, c'est juste quelques informations et au fil de la discussion, j'imagine qu'on apprendra plus encore sur ces différents invités. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Alexia Anglade, qui est coach spécialisée dans le développement de la parité et la carrière des femmes. Elle est fondatrice de Lumière, s'il vous plaît, et créatrice du programme Parity Makers. Yael Antoine, alors je décline par ordre alphabétique, Yael Antoine, qui est co-directrice artistique de la compagnie d'Elle et membre du collectif Les Tenaces. Marlène Coulangili, qui est professeure émérite à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Elle est chercheuse en communication politique sur les représentations de genre dans les médias et, entre autres, coordinatrice pour la France de l'étude mondiale du Global Media Monitoring Project 2020. Julie Escudier, conseillère municipale déléguée à l'égalité hommes-femmes, vice-présidente de la métropole en charge de la cohésion sociale et de l'inclusion, et maire ou mairesse, peut-être vous nous direz ce que vous préférez, des quartiers Capitole, Arnaud Bernard et Carme. Stéphane Gilles, directeur délégué du Théâtre de la Cité, Centre dramatique national, compagnon de route de Galine Stoef, avec qui donc, vous avez repensé l'identité de ce lieu, Théâtre de la Cité, que vous avez investi en 2018. Zeyshan Oukar,
membre du mouvement des femmes kurdes franco-toulousains. Alors, juste une petite note biographique pour contextualiser. Vous êtes né en Turquie dans une famille kurde et vous êtes venu en France en 2002 comme réfugié politique. Et je suis donc Emeline Jouve, je suis chercheuse à l'Université Toulouse de Jean Jaurès, membre du laboratoire CAS qui est partenaire de cette rencontre et j'animerai donc l'échange. Alors, on va, pour aborder ce sujet, j'aurais aimé peut-être revenir sur votre position, le point de départ, savoir d'où vous parlez. Et puisqu'évidemment le sujet pouvoir et femmes est un sujet qui est hautement idéologique, politique. Donc, j'aurais aimé savoir si vous vous considérez comme féministe. Si oui, quelle est votre définition du féminisme, puisque c'est un terme qui est polysémique. Et si l'étiquette ou le terme de féministe ne vous convient pas, comment vous situez-vous? En répond dans quel ordre? Alors, comme vous voulez, Marlène, par exemple. Allez-y. Ça y est, j'aurais mieux fait de me taire. Donc, féministe. Alors moi, c'est un terme que j'ai longtemps eu du mal à revendiquer. Alors pas pour des raisons qui sont habituellement alléguées, mais parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur du terme. Donc c'est vrai, me revendiquer féministe, bon, j'avais peur d'usurper une identité qui, voilà, à la hauteur de laquelle je n'étais pas. Et puis au fil des temps, finalement, je m'y suis faite et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, je me revendique comme féministe. Et pour moi, le féminisme, ça consiste vraiment à œuvrer pour une société plus juste entre les femmes et les hommes. Donc vraiment pour moi ça inclut, pour moi il n'y a pas de féminisme sans inclusion des hommes et donc je suis chercheuse et féministe, ce qui ne va pas de soi à l'université, mais bon ça c'est un autre débat. C'est un autre débat mais c'est vrai qu'on aurait envie de le creuser, mais on fera notre université là-dessus peut-être. Yael. Alors du coup oui, c'est un peu comme Marlène, c'est un terme que j'ai dû m'approprier. En fait, je suis pas vraiment une intello, je suis plutôt une intuitive. Donc en fait, je m'approprie ce terme un peu comme une acrobate, c'est-à-dire que en fait, c'est l'expérience qui me rend féministe quelque part, et que c'est vrai que ces derniers temps, je me sens de plus en plus proche avec tout ce qui se passe en tant qu'artiste in situ, avec tout ce qui se passe dans l'espace public. Notamment, je me rapproche pas mal du mouvement des colleuses ou alors du mouvement des fémènes. Donc on pourrait dire que je suis féministe radicale et que je suis abolitionniste et que petit à petit, effectivement, je m'approprie ce terme et que de plus en plus je l'use et je l'utilise avec plaisir. Mais j'ai énormément de mal à me situer dans ce courant des féminismes, même si je pioche des outils à droite et à gauche. Et par exemple, je me nourris pas mal des théories intersectionnelles pour vraiment analyser et me déconstruire aussi. Et j'avance avec ça. Et en fait, je découvre en faisant. Voilà, mon féminisme. Et du coup, alors peut-être pour contextualiser aussi, les colleuses et les fémènes, peut-être 2-3 mots sur ces mouvements-là? Alors, les fémènes... Si ils ne se résument pas en 2-3 mots, évidemment. Hein. Yael, pardon. En fait, j'ai une sœur jumelle qui est fémène. Donc, en fait, je suis vraiment... quelque part, j'ai une caméra en interne. Donc, en fait, les fémènes, effectivement, c'est un mouvement qui a vu le jour il y a 10 ans environ, avec l'arrivée de Ina Shevchenko à Paris. Et c'est un mouvement en fait, d'activistes qui se mettent en scène topless dans l'espace public pour dénoncer certains systèmes d'oppression. Et qui font des actions choc et qui vont de façon ferme et radicale face aux hommes politiques, face au pouvoir mis en place, etc. Donc en fait, elles sont internationales. Et le mouvement des colleuses, c'est un mouvement qui est né il y a environ, il a l'âge de mon fils, environ, il a 1 an et demi. Et c'est un mouvement qui est né, qui a été initié par Marguerite Stern à Paris, au lavoir parisien, et en fait c'est une façon de dénoncer les féminicides au départ, c'est-à-dire les meurtres de femmes
pour la raison qu'elles sont femmes. En fait, il y a des mots qui ont été écrits, des phrases qui ont été collées la nuit par des brigades de femmes et qu'on a appelé les colleuses et qui dénoncent en fait ces féminicides. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait l'année dernière, je sais pas exactement une centaine, si peut-être, je sais plus exactement le nombre, mais chaque féminicide était décompté et affiché et inscrit dans l'espace public. Donc c'est un féminisme performatif. Exactement, qui me ressemble du coup. Alexia, peut-être? Alors moi, je vais dire, et je crois que c'est la première fois que je le vois comme ça, mais vous m'avez donné ça. Je suis un peu une schizophrène du féminisme, moi. C'est-à-dire que il y a la posture professionnelle, modérée, dans le but d'être constructive, d'apporter des choses en fonction des niveaux de maturité des gens qu'on a en face et qu'on ne connaît pas. Donc, typiquement dans l'entreprise, c'est mon champ d'action, ou dans les organisations et les écoles d'enseignement supérieur, auprès de publics qui ne sont pas forcément prêts du tout, qui n'ont pas réfléchi et qui ne sont pas informés. Donc voilà, ça c'est la posture constructive, soft, etc. Et après, il y a ma posture de femme et mes convictions. Et là, c'est un peu moins soft. Bon, alors selon les humeurs, les moments, je discute plus ou moins là. Il y a des moments où je discute pas. Et puis, disons que pour la posture soft, je dirais que le féminisme, c'est un humanisme. Je rejoins Marlène. Pour moi, c'est vouloir que les hommes et les femmes aient les mêmes droits. C'est pas l'égalité des genres, c'est l'égalité entre les genres. Voilà. Bon, encore plus appliqué au champ de l'entreprise et de la posture professionnelle, puisque c'est ce qui m'habite et m'occupe la plupart du temps. Mais c'est que pour moi, c'est difficile d'être féministe si on n'est pas un peu en colère. Je pense qu'on devient féministe quand on a pris conscience de son indignation. Et ça ne veut pas dire qu'on va tout casser et qu'on est contre les hommes. En aucun cas. Le féminisme, c'est avec les hommes et c'est pour eux aussi. C'est surtout un ennemi commun qui est le sexisme et les stéréotypes de genre. Voilà. Donc, j'oscille avec mon curseur selon les publics et je vais vous dire une chose, je ne pense pas qu'on puisse avoir une carrière professionnelle épanouie quand on est une femme si on n'est pas féministe. Je pense, et elle est bien, je veux dire, elle est bien dans sa peau, bien dans sa tête, etc. Je ne crois pas une seconde que si on n'est pas féministe, que ça se passe bien. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais peut-être Zaïchan. Je suis d'accord avec Alexia aussi, avec Marlène aussi. Je suis féministe, oui, mais d'un côté, je suis pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça n'exclut les hommes. Sans hommes, en fait, c'est pas qu'on... La société, c'est entre les hommes et les femmes, c'est pas que les femmes, mais l'égalité des femmes, en fait, pour qu'ils puissent rentrer dans la société, pour qu'ils puissent faire une carrière, pour qu'ils puissent... il doit être, je crois que les femmes, il doit être féministe pour qu'ils puissent, en fait, le pouvoir des femmes, à mon avis, c'est par rapport à le féminisme ça produit les femmes, le moment quand il n'est pas féministe, en fait, on considère il doit rester sur le côté, à côté, sans laisser s'exprimer. En fait, les femmes féministes, elles peuvent s'exprimer, elles peuvent dire que je suis là, en tant que femme, je peux faire beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis féministe, oui. Merci beaucoup. Julie? Le micro, Julie. Pardon, excusez-moi. Non, je disais que je suis, au fond, je crois que être féministe, pour moi, c'est atteindre un objectif.
Et c'est atteindre l'objectif du changement, en fait. Donc, c'est-à-dire, féministe, ça vient de femina, ça vient du latin femina, c'est femme. Mais l'objectif, c'est le changement pour arriver, au fond, à avoir une société plus juste et plus égalitaire. Et donc, pour en arriver à cet objectif, et c'est là que je retrouve, au fond, à la fois Alexia, à la fois Marlène, mais à la fois Yael, en fait. C'est-à-dire que, et aussi ce que disait Zécane, mais on est sur des modalités différenciées. C'est-à-dire, soit bien on doit au fond être dans des attitudes soft, constructives, ne pas opposer les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire certaines femmes qui se disent des proactives, et d'autres qui se disent plus modérées, mais à la fois des hommes aussi qui pourraient voir les changements d'un mauvais œil, mais on doit aussi avoir les hommes comme vecteurs de changement parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer positivement les sociétés. Donc à la fois dans une forme constructive et donc de ne pas heurter au fond, si on peut le dire comme ça, mais à la fois dans des postures parfois aussi qui sont oser dire quoi, et oser dénoncer en amont ou oser dénoncer quand on estime que il y a des choses qui dépassent l'entendement et qu'en tout cas là on peut pas être dans des postures modérées. Donc pour moi, c'est l'objectif en fait au fond qui dicte l'attitude à adopter parce que l'objectif c'est d'évoluer positivement et donc d'en arriver à l'objectif qui est qu'on ait une égalité réelle des droits. Voilà. Donc voilà ma définition et les modalités pour essayer d'avancer. Voilà. Merci beaucoup. Alors Stéphane, est-ce que tu vas parler en tant que féministe, ou pas, ou d'un autre endroit? En fait, c'est très compliqué de répondre oui ou non, surtout pour un homme. Je pense qu'avec son honnêteté, je ne peux pas me nommer féministe. Déjà, par rapport à la définition que je m'en faisais, je vais le mettre à l'imparfait, qui était très liée, Yael, à la question de l'activisme et d'être militant. Du militantisme, pardon. Je ne peux pas m'attribuer ce titre alors que je n'ai pas été activiste et que je n'ai pas été militant sur les questions d'égalité des droits des femmes, par exemple. Donc, ça serait usurper la définition et m'attribuer un mouvement ou en tout cas me reconnaître dans un effet auquel je ne peux absolument pas apporter les preuves. Par contre, il y a une volonté à tendre à l'être et j'ai beaucoup de mal à l'expliquer dans le sens où ce qui m'importe le plus, c'est l'abolition des dominations. C'est permettre à ce qu'on a évoqué, Alexia, tu le nommais tout à l'heure, la recherche d'égalité ou en tout cas la disparition des inégalités. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'active et je suis militant de façon plutôt générale, pour des raisons personnelles aussi, sur des questions de réflexion par rapport à ce qu'on peut appeler les minorités ou ainsi de suite. Et donc, je retrouve dans le mouvement qui est porté par le féminisme des choses qui me parlent, qui me répondent, sur lesquelles j'adhère parfaitement. Et donc, à mon petit endroit, de ma petite façon, j'essaye en effet d'accompagner ce mouvement, même si parfois j'en reste extérieur, et de le promouvoir et d'en faire surtout à ma façon, à mon endroit, de lui donner les moyens de pouvoir obtenir les objectifs, comme disait Julie, à atteindre et agir à ma façon et de ma place. Voilà. Mais c'est toujours avec beaucoup de modestie. Voilà. On a une mauvaise nouvelle, hein, Stéphane, en fait, tu es féministe. Oui, je crois bien qu'effectivement… je crois qu'il va falloir qu'on se le dise. Hein. Mais après, c'est toujours compliqué parce que je pense que ça a toujours été… je crois que le succès, ce sera qu'on ne se pose plus la question si c'est un terme, un verbe, une action que l'on attribue à un sexe ou à un genre, mais plus à une philosophie ou à une façon d'agir et d'appréhender la société dans laquelle on vit tous ensemble. Et donc, encore aujourd'hui, malheureusement, on pense que une femme doit être féministe alors qu'un homme ne le fait que par opportunisme ou par bonne conscience. En tout cas, dans la définition un peu générale qu'on veut en faire. Ce qui est un contresens, en effet, peut-être, Alexia. C'est intéressant parce que… Pardon, vas-y, Marlène. Juste rappeler qu'à l'origine, le terme de féministe était une injure, ou plutôt décrivait une maladie. La maladie
qu'éprouvaient des hommes qui étaient atteints de traits féminins. Et que par un mouvement très classique, il y a eu une opération de retournement du stigmate, et que le terme a été revendiqué ensuite par des femmes et qui en ont fait évidemment l'objet de leur combat, celui d'atteindre l'égalité. Mais c'est toujours amusant de voir cette évolution des mots. Et si je peux me permettre, Marlène, pour l'avoir vécu, dès qu'un homme est féminin, on dit qu'il est folle. Et je trouve que ce mot de folle renvoie beaucoup à la lecture qu'on peut avoir d'une forme de militantisme et d'activisme, c'est-à-dire la nécessité d'être énervé ou j'en sais rien. Et trop souvent, on renvoie ça à une forme d'hystérie ou de colère ou de folie. Et je trouve intéressant de comment un homme efféminé est renvoyé à cette question d'hystérie alors qu'on n'est pas du tout dans ces questions-là. Voilà. Et les parallèles sont... Alors, je ne sais pas s'ils sont historiques ou s'ils font référence. Hystériques. Voilà. Mais ça me fait penser à ça, en tout cas. Oui. Mais l'hystérie, c'est l'utérus. À la base, c'était une maladie des femmes. Donc, effectivement, voilà, on y revient. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit là, on a une mosaïque là sous nos yeux. On voit qu'il y a des définitions plurielles du terme féminisme. Et que, comme tu le soulignais, Marlène, effectivement, au début, c'était une maladie, mais qu'il y a toujours quand même une difficulté à utiliser ce terme. Déjà parce qu'il est polysémique et qu'effectivement, après, il faut arriver à se situer éventuellement dans ce mouvement, cette idéologie, mais aussi parce que parfois, ça reste une injure, en fait. Voilà, et donc, c'est toujours, c'est pas évident de l'utiliser. Comme tu disais, Alexia, en fonction des publics, voilà, il est plus ou moins opportun. Des idées. Et le point. Alors, je vous propose de redéfinir les termes. Alors, on définira un pouvoir. Et si vous êtes d'accord, je vous propose de considérer le terme femme dans sa dimension genrée et non pas dans sa dimension sexuelle. Bien que tout à l'heure, je vais vous proposer quelques statistiques et ces statistiques-là, elles sont basées sur une définition sexuelle du terme femme. Donc, il y aura quelques incongruités voilà, dans nos échanges, mais si vous êtes OK, on peut partir du fait qu'on parle des femmes comme une entité genrée. Oui. Ce sera OK pour vous? Ouais. Ouais, Marlène, vas-y. Si, complètement. Je veux dire, on pratique, bien sûr, on pratique une espèce de binarité stratégique. Alors, donc, essayons de définir le terme de pouvoir. Allez, rapidement, en une phrase, alors ça c'est compliqué, c'est un challenge, c'est un défi. Comment vous définiriez le pouvoir? Par Stéphane. Alors, moi, c'est une définition qu'on m'a donnée très tôt quand on a vu que je voulais faire carrière. Et je l'ai retenue comme une définition qui m'était acquise. Et il y avait deux mots-clés, c'était le savoir et le prévoir. Donc, avoir du pouvoir, c'était savoir mieux, plus que les autres. Et c'était prévoir l'avenir et donc être capable de le définir, de l'anticiper, de le mettre en œuvre. Donc, c'est pouvoir, savoir et prévoir. Et je ne sais pas si ta question a été de savoir l'analyse que l'on fait de cette définition-là, mais je m'aperçois aujourd'hui qu'elle est pour moi totalement obsolète parce qu'elle m'entretient si je l'applique dans mes savoirs et dans ce qui me réconforte, puisque je ne prévois que ce qui me protège, ce qui me garde mes acquis, ce qui m'installe à l'endroit où je ne suis pas mise en danger. Donc cette définition en fait qu'on m'a instaurée, qu'on m'a inscrite, qu'on m'a donnée comme nécessaire à l'ascension sociale qui m'était destinée, ne m'intéresse plus du tout aujourd'hui. C'est intéressant aussi l'expression faire carrière que tu as utilisée. Voilà, elle est chargée, faire carrière. Hein. C'est un terme qui est lourd de sens. Zaïchan, peut-être? Oui. Pour moi, je vais commencer avec le sens de mon prénom. Zaïchan, ça veut dire la source de la vie. Et pour moi, le pouvoir, c'est volonté et possibilité d'aider quelqu'un d'autre, de faire quelque chose pour les autres. En fait, la capacité aussi de créer des capacités même, de faire des choses pour quelqu'un d'autre. Voilà.
Donc le pouvoir, il est tourné vers les autres. Vers les autres, exactement. Tourné vers les autres, oui. Pas mauvais sens, hein, de bon sens, voilà, de tourner, en fait, pas pour faire mal, mais faire quelque chose pour aider ou changer l'avenir, en fait, aider pour soutenir, c'est pouvoir pour moi, c'est un terme fort pour moi, oui. Je vois que Julie acquiesce. Oui, pardon. Non, j'acquiesce complètement. Moi, pour moi, c'est le pouvoir s'est tourné vers, au fond, la capacité à changer les choses, mais changer les choses avec comme objectif l'intérêt général. Donc, au fond, le pouvoir, c'est la capacité à agir et enfin voilà, et la vision que j'ai des possibilités qui sont données de changer, c'est changer dans une visée d'intérêt général. Voilà, c'est très simple. Enfin, c'est très simple à dire, mais tellement compliqué à mettre en place. C'est sûr. En général, mais, pardon. Pardon, allez-y. Non, je dis c'est sûr, mais ça semble, cela dit, pour moi, c'était vraiment de l'évidence. Le raccourci simplifié, si on le résume en une phrase, il est là. Quand on dit de donner 2 mots, c'était un peu l'objectif. Bon, c'est ça. Merci beaucoup. Alexia ? Moi, j'aime beaucoup la définition de Julie parce que je pense que fondamentalement, par rapport à mes valeurs, elle me convient parfaitement. De façon plus pragmatique, dans mon champ d'application, qui est encore une fois le monde de l'entreprise, des organisations, le pouvoir, ça s'apparente. Il y a eu des millions de définitions du management. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais moi, je fais l'analogie avec ce qu'on appelle le management dans l'entreprise. Et c'est donc là de façon totalement très objective, l'ensemble de tous les moyens humains, matériels, organisationnels, techniques qui sont mis en œuvre. Et c'est là qu'on retrouve toujours, comme disait Julie, quelle ambition, quel projet, quel but qui sont mis en œuvre pour obtenir et atteindre les objectifs de l'entreprise. Et en fait, ça touche à la notion de responsabilité, ça touche à la notion de capacité, de volonté. Et après, je pense que c'est lié aux individus qui ont le pouvoir, c'est-à-dire de quel côté de la force ils vont se situer, parce que il peut y avoir un affichage qui est toujours très très volontariste et dans l'intérêt collectif, mais on sait que la nature humaine est plus compliquée que ça. Et voilà, souvent, hélas, Stéphane l'a dit, la volonté de maintenir des privilèges, même inconsciemment, font que le pouvoir, il n'est pas toujours dans l'intérêt général. Même si, encore une fois, c'est une définition qui me sied parfaitement. Mais justement, je ne suis pas au pouvoir. Donc, ceci explique peut-être cela. Alors, peut-être on y reviendra, parce que vous êtes quand même très certainement des femmes de pouvoir à votre façon. Mais on y reviendra tout à l'heure. Yael ? Alors, ça a été très, très bien expliqué. Donc, moi, je vais faire juste une démonstration de pouvoir. En fait, je ne vais pas répondre à ta question. C'est ça, en fait. Personne ne m'oblige à répondre à ta question. Donc, en fait, je vais répondre ce que je veux. Et je vais en profiter pour, en fait, détourner ce moment, en fait. Et en fait, l'utiliser à mon profit. C'est un droit de visibilité donc, et d'écoute. Et je l'utilise. Ça va être un peu court, désolé, mais... Et j'ai pas le choix, il faut que je fasse court, même si je fais plus long que vous, j'ai l'impression, parce qu'une phrase ne va pas me suffire. J'avais envie de faire un petit fémage à une grande artiste de street art qui est décédée il y a quelques jours, qui s'appelle Yoro, et une grande muraliste qui peignait des femmes au foyer, des mères, qui peignait des ouvrières, qui peignait cette intimité des femmes sur les murs des grandes villes. Et je voulais lui faire un petit hommage parce que je pense que peu de médias se sont accordés à lui accorder un peu d'attention, je me répète. Donc voilà, j'avais envie de faire ce petit fémage et de lui dire au revoir. J'étais un peu inattendue et j'ai pas fait ce qui était convenu, mais j'en ai profité parce que on est ensemble et c'est comme ça en fait qu'on peut agir aussi. C'était une belle prise de pouvoir et un bel hommage. Merci beaucoup. Un putsch, mais on adore. Ouais. Mais il y en aura d'autres. Je pense que Yael, elle est prête à faire d'autres putsch. Ah oui, je pense aussi. On l'attend. Marlène. Bon, du coup, difficile de prendre la parole après le fémage que tu viens de rendre, mais
voilà, je réfléchissais à la question qui était posée et je crois que pour moi, le pouvoir, c'est l'inverse de la domination. Vraiment. Le pouvoir, c'est le pouvoir de, c'est le pouvoir avec, et c'est certainement pas le pouvoir sur, qui serait un type de domination. Donc voilà, pour moi, je crois que c'est ça le pouvoir, et je rejoins un petit peu ce que disait Zaïchan avec ses mots sur ce que pouvait être le pouvoir. C'est intéressant parce que c'est vraiment le pouvoir, c'est par rapport à autrui. Les définitions que vous proposez, c'est dans le but d'améliorer ou d'accompagner autrui, que ce soit un individu ou une entreprise. Et donc, alors, pour reprendre en termes qu'Alex avait pu utiliser la dernière fois, une expression, c'est des définitions assez genrées, en fait. C'est vrai que donc là, on est entre féministes, puisque Stéphane s'est découvert féministe. On peut se demander si cette vision très altruiste finalement du pouvoir, elle est partagée. Je ne sais pas si c'est la vision malheureusement la plus commune. Peut-être vous voulez dire quelque chose ? Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que en fait, ce qui a besoin d'être vraiment travaillé, c'est qu'au fond, c'est que chacun accepte de sortir de ses propres visions pour arriver à construire en commun, en fait. Et c'est ça, enfin. Au quotidien, moi, ce que je vois, c'est que tout le monde considère qu'il a donc du pouvoir dans, au fond, le pouvoir qu'il a à agir. Donc, vous voyez, par exemple, au niveau de la mairie et de la métropole, il y a 15 000 agents. Donc, il y a plein d'agents avec des techniciens, des compétences, des services. Et à la fois, il y a au fond des gens concernés par l'évolution d'une ville, et qui a envie de s'impliquer. Et à la fois, souvent, on n'arrive pas à, au fond, faire mailler les connaissances des uns et des autres. Et chacun a sa propre connaissance. Il y a la connaissance d'usage, la connaissance du vécu, et à la fois, il y a la connaissance de services qui, par leur prisme, ont leurs compétences techniques. Et en fait, souvent, on se rend compte que par peur de perdre, chacun, au fond, n'ose pas entrer en relation avec l'autre et ne veut pas se confronter au sens positif, à l'autre pour construire, parce qu'au fond, c'est des peurs. Et ça, il faut arriver à passer au-delà de ces peurs. Au fond, il faut se dire que construire, et chacun, au fond, on a tous du pouvoir dans ce que l'on fait. Enfin, au quotidien, on a tous une compétence et des pouvoirs d'agir. Donc, à partir du moment où on a tous des compétences et des pouvoirs d'agir, au fond, on a tous du pouvoir. Et c'est comment on arrive à imbriquer les individualités et les visions qui sont parfois des visions rassurantes et fermées pour arriver à construire. Voilà. Et c'est lever, au fond, ces freins de peur ou de volonté de conservatisme, enfin, il y a X raisons, mais qui font que on arrive à élaborer et à penser dans un sens de construction d'intérêt, en tout cas, plus général. Enfin, atteindre l'intérêt général, c'est parfois pas simple, mais au moins, on prend en considération le maximum d'éléments pour construire au mieux. Voilà. Donc, c'était tout ce que je voulais ajouter. C'est super, merci beaucoup. Peut-être, alors je voulais vous poser la question du pouvoir dans vos domaines, mais peut-être qu'on va partir sur les chiffres, les représentations, pour vraiment avoir un panorama général un peu de la représentation des femmes dans différents secteurs, et en l'occurrence les vôtres, et puis après revenir sur la notion de pouvoir d'agir. Alors peut-être pour commencer les médias. Alors, en passant la parole à Marlène, alors, je vais vous proposer des sources qui sont des sources officielles. Je vais peut-être pas les décliner à chaque fois, mais j'ai donné les sources aux invités pour qu'elles pourront les contester si elles le souhaitent. Alors, ce que j'ai lu, donc, les femmes sont présentes à 39% dans les médias, et la déclinaison varie en fonction des genres. Par exemple, dans les genres fictionnels, les femmes sont présentes à 40%, information 38%, magazines et documentaires 36%, divertissement 43% et sport 24%. Marlène, vous qui êtes spécialiste des médias, comment vous lisez ces chiffres ? Bon, alors les chiffres, c'est pas des données, c'est des construits. C'est fabriqué. Donc, c'est vrai que ces chiffres, je les trouve assez optimistes d'abord, parce que dans bien des secteurs, on se rend compte qu'on approche la parité. Mes chiffres à moi, ils sont plus pessimistes, mais c'est des chiffres de chercheuses, donc c'est jamais très optimiste. Donc, le premier point qui frappe dans les médias, c'est, à mon sens, c'est l'invisibilité des femmes.
bien au-delà des chiffres qui sont donnés là. Alors, je conteste pas ces chiffres-là. Je vais expliquer d'où viennent mes chiffres à moi. Moi, je travaille surtout sur la représentation des femmes dans les informations en particulier. Alors, pourquoi les informations? Parce que c'est un lieu particulièrement intéressant puisqu'il se donne comme étant le reflet du réel. Hein. Alors, on pourrait revenir là-dessus, bien sûr. Mais en tout cas, c'est comme ça que se donne veulent se faire passer les informations. Voilà, c'est le reflet des réels, le reflet de la vraie vie. Or, dans les informations, les femmes représentent en gros 25% des personnages qui figurent dans les informations, qui sont diffusées à des heures de grande écoute, etc., etc. Donc, on est bien loin des 39, 40, 45, etc., etc. Donc, le premier problème des femmes, c'est le problème de leur invisibilité. Et c'est vrai qu'il faut compter les femmes parce que c'est ce qui permet de révéler la chose. Donc, premier problème, c'est le problème quantitatif. Le deuxième problème, c'est le problème qualitatif. Non seulement il faut compter, mais il faut aussi voir dans quelles fonctions les femmes sont représentées. Alors, question de la place des femmes dans les médias, bon, je ne vais pas vous faire un cours, hein, mais elle est, en fait, on n'a pas attendu le 21e siècle pour se la poser. Dès le milieu des années 60, les féministes, je pense à des personnes comme Evelyne Solereau ou bien d'autres, se sont posé la question de la représentation des femmes dans les médias, notamment dans la publicité et dans les magazines féminins, et se sont posé la question des jeux de rôle convenus dans lesquels, finalement, on emprisonnait les femmes à travers ces médias-là. C'était déjà le cas, donc, au milieu du XXe siècle. Vous imaginez ce qui se passe aujourd'hui, où la pression médiatique n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle était à l'époque. Donc c'est très important de se poser la question de la représentation des femmes dans les médias, quantitativement et qualitativement. Et les stéréotypes qui sont attachés à la représentation des femmes sont évidemment considérables. Quand on voit la publicité, il y a beaucoup de femmes dans la publicité. Mais est-ce que c'est vraiment l'image ou la seule image que l'on veut donner des femmes? Et je pense toujours à la formule de Gina Davis qui disait « If she can see it, she can be it ». Donc, représenter des femmes avec des corps parfaits, c'est extraordinairement compliqué à recevoir. Représenter des femmes dans des positions de pouvoir, c'est autant de modèles qui sont donnés pour les plus jeunes. Or, il y a très peu de femmes dans des postures d'autorité. Je ne développe pas plus, parce que là, du coup, je pourrais en parler pendant 4 heures d'affilée. Mais du coup, en fait, les médias, ce seraient vraiment des instruments formidables pour justement faire que les femmes prennent le pouvoir. Ce seraient des modèles, en fait. Ça joue aussi ce rôle-là. Les médias, je dis toujours que les médias sont constructivistes, hyper-réalistes et prescriptifs. Constructiviste, bon, il ne reflète pas la réalité, contrairement à ce qu'il voulait nous faire croire, il la fabrique. Hyper-réaliste, en fait, il minore les groupes les plus faibles, il majore les groupes dominants. Et prescriptif, et ça renvoie exactement à ce que tu dis, c'est-à-dire que ce sont autant de modèles qui nous sont offerts. Et est-ce qu'il y a des politiques qui sont proposées, qui sont officielles ou officieuses, ou enfin qui tendent à devenir officielles, pour justement booster en fait ces femmes dans les médias, que ce soit en termes quantitatifs, mais aussi en termes qualitatifs de représentation? Alors bon, il y a tout un tas de politiques qui sont mises en place, et le CSA, dont tu évoquais les chiffres tout à l'heure, est évidemment très attentif, notamment à la question des médias audiovisuels. Mais il y a de plus en plus d'entreprises médiatiques qui sont sensibles à cette question, pas toujours par pur altruisme, mais parce qu'ils se rendent compte aussi qu'il y a quelque chose là qui se joue et qui perdent une partie de leur lectorat, ou qu'une partie du lectorat ne vient pas à eux, etc., etc. Et beaucoup de médias sont aujourd'hui sensibles à la chose et demandent des expertises extérieures pour travailler sur la question de la représentation des hommes et des femmes dans leurs colonnes, dans leurs titres, etc. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui est forte, et il faut les aider à aller un petit peu plus loin. Merci beaucoup. Alors peut-être que Yael aura des idées pour les aider, des performances, j'en suis persuadée. Alors on va revenir sur le milieu de la culture et la représentation des femmes. Donc, alors là, c'est des statistiques du ministère de la Culture. Donc 31% des femmes sont directrices de lieux de création artistique subventionnés par le ministère de la Culture. 31% de femmes.
et 34% de spectacles de théâtre, cirque, danse programmés sont mis en scène par des femmes. Alors, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils vous inspirent? Est-ce qu'ils correspondent à votre réalité de directeur délégué et d'artistes et directrices de compagnie? Gaëlle, pour moi, ces chiffres sont... Je ne peux pas dire qu'ils sont faux, puisque ce sont des chiffres officiels du ministère de la Culture, mais ils sont faux dans le sens où ils ne nomment que la quantité, et pour reprendre le terme de Marlène, ils n'ont pas la qualité. Il est très facile dans une programmation d'une scène nationale sur 100 représentations par an de faire 10 représentations de chanteuses, 10 représentations de jeunes publics portés par des projets de femmes et d'arriver comme ça, petit à petit, à un cumul de projets portés par des femmes pour arriver au quota de 50%. Sauf que si vous regardez en détail les moyens, c'est-à-dire l'égalité des moyens, il est disproportionné entre les hommes et les femmes. Et notre secteur culturel, de façon générale, a toujours eu 20 ans de retard sur tous les sujets. Et l'égalité fait partie de le handicap, l'accessibilité, l'équité départementale, territoriale. En fait, toutes ces questions-là n'ont jamais été traitées par le secteur culturel. Nous pensons toujours que nous avons un tir d'avance, mais en fait, on a trop de retard. Et sur la question des chiffres clés des femmes au pouvoir dans les établissements, en effet, il y a des femmes qui dirigent des centres dramatiques, des scènes nationales, mais ce sont toujours les plus petites. Ce sont toujours les centres dramatiques qui ont le moins de budget. Ce sont toujours les structures qui sont le plus isolées géographiquement, qui sont le moins connues médiatiquement. Donc, soit quantitativement, on peut se vanter que depuis Aurélie Filippetti, par le système de recrutement dans les structures, il y a eu une amélioration des listes paritaires, des shortlists paritaires et ainsi de suite. Mais les établissements ou les structures attribuées aux femmes sont toujours les établissements les moins dotés par rapport aux établissements dotés aux hommes. Et ça, on va le retrouver dans toutes les logiques, c'est-à-dire les logiques de taille de plateau, de moyens de production, de nombre d'interprètes et ainsi de suite. Il n'y a pas d'égalité. Et nous sommes très loin de 1/3, 2/3 des moyens distribués aux femmes par rapport aux hommes. Donc, moi, je ne me reconnais pas du tout dans ces chiffres-là. Ils nous donnent bonne conscience parce qu'ils progressent, parce qu'ils s'améliorent, mais parce que nous-mêmes, nous avons beaucoup de retard et que ce n'est qu'une première étape d'un très très long chemin dans le secteur culturel. Et est-ce qu'en tête de la cité, il y a une attention qui est portée à ça, d'essayer justement de ne pas cantonner les femmes artistes à des rôles, mineurs, à des petites scènes, à des petites productions? Ça fait partie de ce que j'ai expliqué en introduction de la prise de conscience et de la bascule qui se provoque. Nous, on est là que depuis 3 ans et on n'a fait que 2 saisons. On est parti de très très loin puisqu'il y avait à peine 25% de femmes programmées jusqu'à 2018. Là, on est à 45% et la saison prochaine, nous serons à 65%. Mais si je me cache derrière mes chiffres, en fait, c'est pas intéressant. Il faut aller voir les moyens que j'ai donnés aussi. Parce qu'en effet, si je ne fais que du quantitatif, c'est-à-dire que je continue à programmer des femmes, mais en leur donnant la petite salle, le cube et ainsi de suite, ça ne servira à rien. Donc là, on travaille avec Aline sur la saison 21-22 et surtout sur la saison 22-23 à rééquilibrer tous les moyens, donc à être dans une anticipation beaucoup plus grande pour inciter, pour accompagner des projets de femmes, de grands plateaux, des enveloppes budgétaires qui... Alors, je ne sais pas si les chiffres vont parler, mais quand on fait une production grand plateau, c'est plutôt une production à 200 000 €. Or, si vous regardez, les équipes féminines portaient des projets qui étaient plutôt à 100 000 €, donc plutôt réservés aux petites salles. Donc, nous travaillons à coproduire des projets de grands plateaux portés par des femmes pour qu'au-delà du chiffre, qui en effet essaye sur 4 ans de rattraper, puisque quand vous partez à 25% et que vous avez un mandat de 4 ans, il faudrait finir à 100% pour rééquilibrer sur 4 ans les volumes qui ont été faits. C'est pas possible de faire une saison. En tout cas, c'est pas possible. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis que nous n'avons pas la volonté. C'est là où je renvoie la question du pouvoir que tu évoquais tout à l'heure. La volonté ou les moyens. Donc, il faut monter les chiffres des quantitatifs donnés aux femmes, mais il faut aussi regarder les moyens qui sont donnés aux femmes, en particulier dans la culture. Yael, est-ce que tu as des moyens
Donc en fait, du coup, j'ai aussi une autre casquette, c'est que je suis donc cofondatrice de la collective des Tenaces, collectif de femmes de cirque et des arts de la rue. Et donc nous travaillons sur ces questions justement. Et je pense qu'en fait toute la volonté du monde ne suffira pas. Il faut prendre le problème beaucoup plus en amont. Et je vais dire qu'il faudrait remonter déjà aux formations. Je pense que là, ça se joue énormément. Vous avez effectivement beaucoup de femmes qui font des formations, par exemple en loisirs, en théâtre. Je vais parler plus spécifiquement du cirque, puisque c'est mon domaine. En loisirs, vous avez effectivement beaucoup plus de femmes que d'hommes qui prennent des cours loisirs. Et quand vous arrivez sur la professionnalisation, il y a une évaporation des femmes à ce moment-là. Et c'est les hommes qui prennent le devant et qui sont majoritairement, qui font partie des promos majoritairement. Et sur le temps de focus, de sortie, de formation, là où vous êtes le plus performante, là où vous avez à avoir le plus de visibilité sur les espèces de dispositifs tremplins qui sont mis en place, les femmes disparaissent quasiment. Donc en fait en cirque, les chiffres, moi je les conteste vraiment, mais là clairement. En fait, quand vous parlez de cirque, vous parlez souvent d'une équipe qui est un collectif ou une collective. Et donc, si vous avez une femme et 10 hommes, en fait, on va dire que c'est un collectif, donc c'est mixité. Donc, en fait, je conteste vraiment les chiffres du cirque, parce qu'en fait, c'est énormément facilité par ce terme générique du collectif circassien. Mais les scènes circassiennes, en fait, représentent des plateaux majoritairement masculins, montés par des artistes masculins. Ils raflent l'ensemble des financements et sont programmés par des hommes pour les femmes, parce que c'est des femmes spectatrices qui viennent les voir le plus souvent. J'ai eu l'expérience d'avoir été jury des GCA donc l'année dernière, et j'ai pu constater aussi une chose, c'est que les femmes, effectivement, comme tu le dis, Stéphane, en fait, ne demandent pas beaucoup d'argent. Elles sont beaucoup plus présentes, effectivement, sur tous ces dispositifs de bourse, de demande des GCA. Elles font des très très belles demandes de subventions de RAC, et elles demandent souvent des petites sommes. Et c'est vrai que j'avais remarqué que de façon globale, les femmes demandent 15 000, 20 000, c'est exceptionnel. Alors qu'un homme n'hésite pas à demander 30, 40 000, 50 000. Donc en fait, voilà, il faut à un moment débloquer quelque chose. Et je pense que ça commence à l'école, en formation, de leur donner la légitimité, d'arrêter de genrer leurs pratiques aussi, parce qu'on les incite à être beaucoup plus passives, à être en périphérie, à être graciles. On les incite aussi à moins manger, à être plus fines. Donc ça enlève aussi du tonus, et musculaire et mental, qui fait qu'en fait, elles sont beaucoup plus passives et elles se sentent toujours illégitimes, voilà, et elles sont prêtes à être effacées, invisibilisées beaucoup plus facilement. Voilà. Merci. Donc du coup, là, formation, alors, je vais donner la parole à Alexia et peut-être revenir sur donc les chiffres en entreprise. Donc 22% des femmes dans les PME, 43% des femmes dans les entreprises de plus de 500 salariés et 27,2% des dirigeants d'entreprise sont des femmes. Alors, est-ce que la formation dont tu es formatrice aiderait à grossir ces chiffres? Il y a surtout un chiffre qui persiste et je rejoins totalement Yael. Il n'y a pas que dans la culture, hélas, que les femmes ne savent pas demander l'argent ou obtenir l'argent auquel elles ont droit. C'est un chiffre qui est autour de 25% d'inégalité salariale en moyenne entre les salaires des hommes et ceux des femmes. Dans l'entreprise, en fait, moi je trouve que l'entreprise c'est un reflet assez formidable de la société en général et même de tous les univers que vous évoquez. C'est-à-dire que on retrouve un mécanisme très fort d'invisibilité, d'illégitimité, de discrimination. Peut-être, mais moi maintenant, je dis et je pense sincèrement que les organisations ne sont pas volontairement discriminantes, en tout cas à des comportements marginaux près qui vont se faire rattraper par la patrouille. Mais aujourd'hui, les grands groupes et puis les moyens et les moins grands peuvent plus se permettre ça. Il y a une loi, il y a des sanctions, il va y avoir des sanctions de plus en plus. Donc il y a une vraie intention, il y a un boulevard. Et pour autant, moi je discute avec des grands groupes et des moins grands groupes qui me disent mais ça fait 10 ans qu'on est sur le sujet, qu'on a fait des chartes, qu'on a fait des engagements, des sensibilisations et les femmes n'y vont pas. Donc en fait, je pense que l'égalité professionnelle homme-femme, pour moi aujourd'hui, c'est des ajustements, c'est des réglages, c'est du fine-tuning. Donc à la fois, il y a quelque chose qui va relever du comportement des femmes, mais je dis bien
pas que, parce que ça serait encore une façon de leur faire porter la responsabilité des inégalités salariales, et ça m'énerve, et c'est pas ça, j'ai pas dit ça, donc, mais il y a quelque chose qui dépend d'elles. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir, ok, qu'est-ce qui dépend encore de vous? Donc, ce qui dépend d'elles, c'est vraiment qu'il faut les débarrasser du sentiment d'imposture. Ça s'appelle comme ça. C'est quelque chose qui est épouvantable, qui fait que ça impacte leur comportement professionnel en fait. Bon, derrière, il y a encore les stéréotypes de genre, hein, spoiler, évidemment, mais ces stéréotypes de genre qui pourrissent la vie aussi bien des garçons comme des filles. Le problème, c'est qu'ils ont un impact beaucoup plus négatif, double peine pour les femmes, parce que le type de genre des petits garçons, courageux, compétitifs, forts, battants, tout ça, c'est bankable dans l'entreprise. On achète. Dans le système actuel de l'entreprise, vous allez être promu parce que vous êtes fort, courageux, compétitif, etc. Pour les femmes, en tout cas pour ma génération, dans les années 70, on avait analysé les stéréotypes de genre. D'une petite fille, on attendait qu'elle soit calme, douce, qu'elle fasse un bon mariage et qu'elle soit une bonne mère. À quelle heure c'est bankable ça? Jamais on est promu dans une entreprise parce qu'on est calme et douce. Hein. Jamais. Et l'empathie. Voilà, aujourd'hui on parle d'empathie. Effectivement. Donc ce poids des stéréotypes de genre impacte les femmes dans leur comportement, hein, c'est auto-alimenté, et tout le monde est d'accord avec ça, c'est totalement intégré, pour les hommes comme pour les femmes, ça pourrit la vie de tout le monde, hein, évidemment. Les garçons, ils doivent être forts, pas pleurer et pas avoir peur, donc merci, c'est pas mieux. Mais en tout cas, ils s'en sortent mieux dans l'entreprise. Et les femmes, donc, ont tellement intégré ça que là, forcément, il y a des comportements d'autocensure, de blocage. Et c'est ça que moi, j'essaye de libérer. Ça passe beaucoup par les émotions, évidemment. Je précise, on l'a dit tout à l'heure, la colère est interdite pour les femmes. Une femme qui se met en colère, d'ailleurs, non, tout simplement une femme qui conteste en entreprise quelque chose, qui n'est pas d'accord. 83% des femmes d'une enquête dont je me souviens plus, partout, ont entendu « t'as tes règles ou quoi ?» C'est épouvantable, ça. Non, j'ai pas mes règles, je suis juste pas d'accord et en train de discuter un point du projet. Et encore là, il n'y a pas de colère. Les femmes n'ont pas le droit d'être en colère. On les ramène tout de suite à quelque chose d'hystérique. Et généralement, elles traduisent la colère par pleurer, effectivement, parce qu'on leur a pas appris à l'exprimer autrement. Ça, c'est encore un autre problème. Donc, le sentiment d'imposture, il a des impacts épouvantables dans le comportement des femmes. Elles vont travailler toujours plus, besoin de reconnaissance. Elles savent pas dire du bien d'elles. Elles ont des lunettes dégueulasses. Elles savent pas s'évaluer. Elles pensent toujours qu'elles auraient pu faire mieux. Elles refusent les compliments. Elles montent pas sur scène. Elles sont toujours en mode bras droit, la bonne alliée qui va amener la bonne ambiance. Mais tout ça, ça s'évalue pas dans un entretien d'embauche ou dans pour demander une augmentation. On n'évalue pas la bonne humeur et la bonne ambiance. On évalue les performances. Elles vont être, par exemple, à vouloir être fortes, à pas demander d'aide, à vouloir pas montrer une faiblesse, à vouloir faire plaisir, ne pas déplaire. Donc, pas demander d'argent, c'est pour pas déplaire. C'est le mécanisme Cendrillon, c'est le syndrome Cendrillon, je l'appelle comme ça. Et il y a comme Blanche-Neige, c'est je pose pas de limite, je dis tout le temps, je ne sais pas dire non parce que je veux faire plaisir. Et après, il y a ce que j'appelle Wonder Woman, donc la femme forte, qui est probablement du coup dans des biais de comportement pas géniaux non plus, parce que ça va être micromanagement, je veux tout contrôler, donc je délègue pas. Mais forcément, je vais me planter. Ça tourne mal pour tout le monde, ces comportements-là. Donc voilà, moi, ce que je dis, c'est que déjà, il faudrait commencer à travailler auprès des femmes pour les débarrasser, et on a commencé, hein, les débarrasser de ces syndromes-là. Mais après, il y a un endroit où on peut agir aussi, c'est auprès des managers, les hommes comme les femmes. Parce que je pense, encore une fois, qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, des dirigeants et des dirigeantes qui ont envie de bien faire, mais ça marche pas. Donc, il faut les sensibiliser à ces biais de comportement. Il faut les former au management de la parité, au management d'équipes mixtes et à un management exemplaire. Le sexisme ordinaire, on le porte tous en nous, on le véhicule, on en souffre, mais on en est responsable. Et ben, dans l'entreprise, il y a des petites choses dont il faut être conscient et consciente, pas faire, qui sont épouvantables et qui contribuent, par exemple, ramener toujours les compétences des femmes à leur physique. Dans 98% des cas, ça affecte leur confiance en soi, même quand c'est un compliment. Tu es jolie aujourd'hui, ou on va t'envoyer chez le client ou chez la cliente, chez le client plutôt, donc dans une vision hétérocentrée, on envoie une femme, on t'envoie toi parce que je sais que tu vas savoir le séduire. Non, on va t'envoyer toi parce que tu es plus compétente et que tu auras les bons arguments. Mais ramener toujours les femmes à leur physique, c'est quelque chose de classique en entreprise. Ça nourrit profondément ce sentiment d'imposture. Et puis, ça nourrit une source qui découle depuis qu'on est toute petite. Hein. Arrêtons de dire aux petites filles qu'elles sont jolies.
on s'en fout. Et de leur demander si elles ont un amoureux. On nourrit l'attente du prince. Faut arrêter tout ça. Voilà, on va dire aux petits garçons qui sont jolis aussi, qu'ils ont le droit d'avoir peur, et on va dire aux petites filles qu'elles sont fortes et très intelligentes et qu'il n'y a rien qui peut leur résister si elles ont envie. Voilà. L'idéal, évidemment, hein, d'une société idéale, de toute façon, il faut agir sur les stéréotypes de genre très, très en amont dans l'éducation. J'extrapole un petit peu, hein, pardon. Mais il n'y a que comme ça qu'on résoudra ces problèmes-là. C'est un travail de tous les jours. Et on est tous et toutes, encore une fois, responsables et coupables et victimes de ce sexisme intégré. Donc, voilà, je pourrais vous en parler des heures, mais voilà pourquoi les femmes ne se positionnent pas, pourquoi elles refusent des opportunités, hein, clairement. Alors, par exemple, dans les formations que je peux faire auprès des managers, je leur dis souvent, les hommes comme les femmes, hein, je leur dis souvent, lorsque vous proposez une promotion à une femme, vous leur proposez de prendre un périmètre plus large. Généralement, la femme, elle va refuser. Eh bien, vous ne prenez pas sa réponse, vous lui proposez 2 fois. Parce qu'il y a fort à parier que 2 heures après, quand elle sera dans sa voiture, elle va s'arracher les cheveux, déjà elle regrette. Mais c'est trop tard. N'interprétez pas ça comme un manque d'ambition ou de motivation où elle n'a pas les épaules. Non, elle est juste pas au clair avec ses émotions et elle se censure. Mais objectivement, si vous trouvez les moyens de la rassurer, lui donner les bons leviers, elle va y aller. Et ça va bien se passer. Et une dernière chose aussi qui est très dangereuse, je suis un peu agacée par les chiffres qui sont mis en avant pour justifier de positionner des femmes dans les instances de management. Bon, c'est pas foufou, hein, on arrive à peine à 40% dans les conseils d'administration, et encore parce qu'il y a des sanctions, et on arrive à peine à 17% dans les comités de direction. Mais en tout cas, bon. Mais il y a un argument qui est donné dans beaucoup de magazines et d'études, et que je reprends, hein, selon la maturité que j'ai en face de moi, hein, encore une fois, c'est le fait que les entreprises vont être plus performantes. Ok, c'est super, performance économique, bien-être au travail, c'est prouvé. Les femmes, quand elles sont plus impliquées, il y a plus de motivation dans les équipes quand la mixité est présente. Mais la vraie mixité, hein, pas effectivement une femme, 10 hommes, la mixité, la vraie mixité, 40, 60, d'un genre ou de l'autre. Effectivement, c'est plus performant, il y a plus d'engagement, etc. Mais moi, j'ai envie de dire, mais même si c'était pas plus performant, on s'en fout. C'est juste que c'est pas juste. Voilà, les femmes ne sont pas une minorité. Il y a un homme sur 2 femmes. Pas de raison qu'il n'y ait pas de femmes dans les instances de management, quand bien même les entreprises ne seraient pas plus performantes. Surtout que c'est une injonction qui les fait surperformer et qui les met gravement en danger par rapport à leur santé. Voilà ce que j'ai à dire sur le pouvoir. Merci beaucoup. Alors, le syndrome d'imposture en politique, Julie. Alors, on voit que les chiffres varient. Encore une fois, effectivement, ces chiffres, ils sont à remettre en question, en perspective. 39% des femmes, des députés sont des femmes, 40% sont des conseillers municipaux sont des femmes, 42% des députés européens, 48% des conseillers régionaux, 50% des conseillers départementaux et seuls 16%, apparemment, d'après l'Observatoire des inégalités, des maires ou mairesses, seraient des femmes. Alors, est-ce que les femmes souffrent du syndrome d'imposture et qu'elles ne se présentent pas aux élections, qu'elles n'osent pas monter des listes ? Ben, c'est sûr. Et puis bon, le fait qu'en plus des femmes ne se présentent pas aux élections des maires, ça a des incidences aussi sur d'autres élections, et notamment les élections au niveau métropolitain, par exemple, pour ne citer que ça, puisque forcément, on va se retrouver du coup en déficience aussi au niveau de la gestion métropolitaine. Donc après, c'est vrai que il peut y avoir des rattrapages, ou tout au moins essayer de mettre des femmes en posture des vice-présidences ou des fonctions qui peuvent essayer de compenser, mais il n'en demeure pas moins que s'il n'y a pas de maire à la base, il y aura moins de femmes. Donc, pourquoi, au fond, il y a moins quand il n'y a pas de loi, au fond, qui impose d'avoir 50-50, c'est vrai qu'on retrouve les postures naturelles. Et les postures naturelles, c'est quoi ? C'est, au final, je n'ose pas, c'est tout ce qu'on vient de dire jusqu'alors, je n'ose pas, je n'y vais pas, j'ai peut-être pas suffisamment la compétence, parce qu'une femme, elle se remet toujours en cause, une femme, elle a toujours peur, au fond,
de ne pas être à la hauteur, et on le lui renvoie gentiment, hein, parce que, enfin, sans forcément lui renvoyer, mais l'homme prend la place, quoi. Donc à partir de là, il faut oser prendre au fond sa place en tant que femme, en disant bah attendez, peut-être que nous aussi on a peut-être des façons de penser qui sont aussi des visions de société qu'on a d'ailleurs encore plus besoin maintenant entre nous. Enfin bon, je veux pas cliver parce que c'est pas le but, mais quand on regarde même les chiffres ou l'analyse de où on retrouve des femmes, on les retrouve surtout dans des postes avec des ouvertures altruistes, dans le soin, bon. Donc quelque part, j'ai presque envie de dire, il faut se servir de ça pour permettre aussi aux femmes, dans un premier temps, de considérer que, eh bien, la société, le changement dans une société, c'est aussi écouter l'autre, et c'est aussi avoir des approches qui ne sont pas dans des certitudes permanentes, mais bien dans de la construction, grâce au fond à ce qu'on nous a toujours attribué comme des forces, parce que bon, ça aussi, se prendre des précautions, mais à savoir être dans une forme d'écoute modérée pour avoir une vision plus peut-être plus moins égo-fermé, on va le dire comme ça. Bon. Et en tout cas, mais c'est vrai que il faut agir sous tous les leviers. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que d'abord, c'est effectivement de donner confiance et avoir des postures. Quand Alexia disait, mais il y a elle aussi, et Marlène, dès la petite enfance, il faut agir. C'est sûr que dès la petite enfance, il faut agir. Quand déjà on a des cours d'école, c'est malheureux, hein, mais qui mettent en point de centralité un espace occupé par des hommes, des petits garçons en permanence, déjà ça campe le problème, quoi. C'est-à-dire, les petites filles, elles sont sur les côtés. Il y a une étude qui est sortie au niveau des cours d'école et de toutes les conséquences des modalités de fonctionnement. Et donc là, par exemple, pour donner des exemples très concrets, nous, nos cours d'école maintenant, toutes les nouvelles écoles, voilà, exactement, voilà, c'est ça. Donc, toutes nos cours d'école maintenant, elles sont construites sur d'autres modalités. On a lu cette étude, ce rapport, on l'a intégré, et en fait, c'est tout le travail de réajustement des politiques publiques qu'on se doit de faire tous, les institutions, pour dire que, il faut rééquilibrer les choses. Bon, alors, dès la plus tendre enfance, dès le plus jeune âge, et évaluer nos politiques publiques pour voir au fond quelle politique on mène pour être au service de qui. Voilà, on parlait d'évaluation tout à l'heure en disant, dans la culture, attention de ne pas évaluer n'importe quoi et pas là où il faut, parce que bien évidemment les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut comme on veut, mais une véritable évaluation avec un vrai regard d'arriver à une véritable égalité de portage par les hommes et par les femmes de projets. Quand on déploie, vous voyez par exemple un skatepark, moi je me rappelle très bien le service des sports qui me dit mais Madame Escudier, mais qu'est-ce que vous voulez évaluer? Comment ça un skatepark? Mais bien oui, on a mis un skatepark. Mais je lui dis, est-ce que vous vous êtes demandé à qui ça sert un skatepark? C'était le début, ça, avant quand on a commencé à mettre en place un plan d'action à la ville. Non, c'est vrai, on ne s'est pas trop interrogé. Je lui dis, il va falloir s'interroger parce que c'est une utilisation à 98% par des hommes. Donc, qu'est-ce que vous faites en parallèle pour que aussi il y ait une occupation positive de l'espace public, pas que par des hommes, mais aussi par des femmes. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. C'était un peu à gros sabots, mais l'idée, c'est aussi d'arriver à donner une compréhension à l'ensemble, au fond, des acteurs de construction de politique publique, parce que c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est voilà, donc j'ai fait, j'en ai profité pour récupérer et rebondir sur au fond ce que certaines d'entre nous ont dit auparavant. Mais après, c'est sûr que en politique, plus on aura des femmes qui s'autoriseront à se dire que il convient qu'elles viennent au fond aider, parce que c'est ça, dans la construction d'un avenir, parce que c'est ça aussi, je pense qu'on aura aussi des visions nouvelles, quoi, en tout cas, voilà, dans le portage. Marlène, le micro. On vous entend pas. Le micro, Marlène. Voilà. Ça marche là? Ouais, super. Juste rappeler quelques chiffres. On n'a jamais eu de femme présidente de la République. On a, j'allais dire, jamais eu de femme Premier ministre. Si, on en a eu une, Édith Cresson, qui a fait le mandat primo-ministériel le plus court
de tous les mandats ministériels de l'histoire politique française. On n'a jamais eu de femme présidente du Sénat, on n'a jamais eu de femme présidente de l'Assemblée nationale. Bon, et le Haut Conseil, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de femmes en politique, dit qu'il y a un partage des places, parce que la loi effectivement impose à un certain niveau, on l'a évoqué, municipalité, conseil départemental, conseil régional, impose 50-50, partage des places n'est pas du pouvoir. Et ça, je pense que ça reste quand même très très fort, effectivement. Yael ? Juste rajouter une petite chose, peut-être, pour après peut-être passer la parole à Zaïkan. En fait, c'est que accueillir des artistes femmes, c'est aussi peut-être les aider à se déconstruire, à se défaire de certaines références qui sont typiquement masculines, puisqu'en fait, l'art est vraiment abreuvé de références masculines. Moi, ça fait maintenant peut-être 4 ou 5 ans que je fais vraiment l'effort de lire des artistes, des autrices, pour vraiment changer, me déconstruire dans mes imaginaires. Et je pense que accueillir des artistes femmes, c'est aussi déconstruire, mettre en place d'autres représentations, nourrir d'autres imaginaires et je pense aller vers peut-être plus d'hybridité, parce que ça c'est un truc que je ressens, peut-être c'est intuitif, moi je suis intuitive, plus d'hybridité et des nouvelles formes et des nouvelles façons de voir le monde. Merci beaucoup. Alors, Zaïchan, j'ai fait mon travail, mais je ne l'ai peut-être pas fait correctement. Je ne suis pas arrivée à trouver des chiffres précis sur l'immigration des femmes kurdes. Mais l'information que j'ai pu trouver, c'est que l'immigration des femmes kurdes est majoritairement une immigration dite familiale. C'est-à-dire que la plupart des femmes qui viennent en France, elles rejoignent leur époux en général, mais ce ne sont pas des migrations qui sont autonomes, où elles viendraient en premier et puis après éventuellement la famille ou pas les rejoindrait. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Pour toi, qu'est-ce que ça suggère ? C'est vrai d'abord, mais ça commence à changer aussi. En fait, les années 60, 70, 80, c'est vrai, c'est les hommes, ils venaient pour travailler. Mais après 1980, il y avait un coup d'État en Turquie. Ça, c'est le côté Turquie que je parle. Beaucoup de réfugiés politiques, en fait, beaucoup, ils sont arrivés. Façon d'immigration s'est changée en fait. Au lieu de économiquement, ils sont venus politiquement. Et depuis, en fait, les gens qui sont venus 60-70, leur époux, il leur suivi comme regroupement familial. Mais après 80, ça a changé. 90, c'est plus en plus. Les femmes, ils sont venues tout seuls puisque il y avait une autre atmosphère, vraiment la guerre entre les Kurdes et les Turcs. En fait, ils n'étaient pas d'accord, les Kurdes, avec les pouvoirs turcs. C'est pour ça que les femmes aussi, les femmes aussi, ils sont venues tout seuls. Et c'est leur époux ou leur famille, dans leur famille, en fait, il a suivi, ils ont suivi la femme qui s'est venue ou leur fille, en fait. Pourtant, en tant que c'est une société fermée en fait en Turquie, c'est lié un peu des cultures, mais en même temps c'est un peu la religion aussi. Par contre, avec le mouvement de Kurdes, ça a changé beaucoup de choses. Ils disent que les femmes qui doivent construire, les femmes qui doivent changer en se changeant. Ils doivent construire en se construisant. Et actuellement, il y a beaucoup de familles kurdes, mais il y a beaucoup de femmes qui sont venues actuellement, surtout après la guerre en Rojava. Rojava, peut-être tout le monde ne connaisse pas, mais c'est le nord de Syrie. Après surtout avec la lutte contre le Daesh, il y a beaucoup de femmes sont commencées à lutter. Ils disent qu'on est là. Je dis que c'est une société fermée en Turquie, mais Syrie, c'est pire qu'en Turquie, en fait. Les femmes, c'est pas que les femmes kurdes, les femmes arabes, en fait, ils pouvaient pas sortir avant de se marier. Avant de se marier.
une jeune femme, et elle peut pas quitter, en fait, s'il n'y a pas, en fait, dans sa ville natale, il y a une université, elle pouvait pas même pas étudier parce que il n'y a pas un accord. Mais après la guerre au Rojava, les mouvements des femmes kurdes, ils ont vraiment changé. C'est une grande révolution. Ils ont commencé à construire. Ils ont commencé, en fait, de changer complètement, entre guillemets, le système. Normalement, pendant une guerre, en fait, on pense qu'il y a la destruction, il y a mort, mais les femmes kurdes, ils ont commencé à créer un village que seulement par les femmes qui sont, comment on dit, ou c'est leur mari ou leur père qui sont morts pendant la guerre, qui sont restés tout seuls avec les enfants ou sans enfants, les jeunes femmes qui restaient. Ils ont commencé à construire un village qui s'appelle Jimbar. Tout à la main, écologiquement en plus, avec la terre en fait, et construire les petits potagers pour faire un écosystème aussi, en fait, écoféminisme qui a vraiment construit. Je voudrais ajouter par exemple au sujet de médias aussi, il y a une télé qui s'appelle Jin TV. Jin, ça veut dire la femme en kurde, qui fait seulement par les femmes. En fait, tous les travailleuses, en fait, c'est pas travailleuses sont des femmes. En fait, de caméras, de chercher en fait, comment dire, tous les domaines, en fait, peut-être, je crois que j'ai entendu, il n'y a aucune femme, un homme qui dit qu'il n'y a aucun homme il est entre vous. Il y avait je crois qu'il y a un chauffeur, un chauffeur qui conduisait une voiture, c'est parce que le moment quand ils ont construit, ils ont créé la télé, il y avait personne à conduire et c'est un homme qu'ils ont pris l'aide d'un homme et ils disent que en fait le moment quand on a honte parce qu'on n'avait pas le permis. Après bon, c'est changé aussi. Et aussi par rapport à la politique aussi, je voudrais ajouter quelque chose. Les mouvements des Kurdes, ils ont en Turquie surtout, le moment quand ils ont mis un quota positivement envers des femmes, de faire à la mairie, en fait, aux députés, pour rentrer à la parlementaire aussi, de faire un quota de 40%. Et pour le système de municipalité, de mettre un coprésident, en fait. Chaque fois, il y a 2 candidats, il y a un homme et une femme qui doivent se présenter également en même temps, ils doivent diriger en même temps. Ils ont mis dans leur programme, mais en Turquie, pourtant c'est légal, mais en Turquie, comme ils ont vu que les femmes, ils ont au pouvoir, le moment quand elles dirigent vraiment bien, ça a changé beaucoup de choses. Ils ont commencé à interdire de mettre beaucoup de femmes en garde à vue. Il y a plein de politiciennes en Turquie maintenant, à peu près de 10 000 politiciennes. Ils sont en prison en Turquie, malheureusement. Et aussi, je voudrais ajouter à Yael ce qu'elle a dit. Il y a une artiste, en fait, elle est journaliste. C'est une Kurde qui s'appelle Zehra Doğan. Elle est exilée maintenant en Angleterre. Elle était en prison. Son vrai métier, c'était peintre, mais elle travaillait comme journaliste. Le moment quand ils ont mis en prison, elle était journaliste. Elle savait pas comment elle doit s'exprimer, ce qui s'est passé autour d'elle. En fait, quand elle est en prison, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup des villes qui sont détruites par l'État turc, des propres villes de Turquie, en fait, des Diyarbakır, de Nusaybin. En fait, il y a des petits villages. Elle a commencé de créer, avec les légumes qu'on mange, en fait, en prison, de faire des peintures. Avec le sang de règle, de fer rouge, le couleur rouge, avec les cheveux qu'on utilise, en fait, pour le moment qu'elles disent ne jette pas, elle faisait comment on dit,
la couleur, la couleur, tout ça. Et le moment quand elle est libérée, elle est exilée en Angleterre. Et maintenant, je suivis son parcours. Elle est en réussite, en fait, en dessinant les femmes kurdes, en fait, leur pouvoir, leur façon de changer la vie, en fait. Et aussi, immigration, on dit, il y a beaucoup de femmes immigrées ici. Malheureusement, la culture ou le coutume, c'est dominant aussi, même en France. Le moment quand je suis venue, comme vous avez expliqué au début, réfugiée politique, j'ai essayé d'apprendre, j'ai essayé de m'améliorer, j'ai essayé de me former, mais ce n'était pas facile. Comment ce n'était pas facile? Il n'y a pas tous les... on ne sait pas, en fait, il n'y a pas accès, peut-être, comment on peut se former, comment on peut aller où, de quelle façon. Mon parcours, c'était un peu individuel, mais je vois maintenant, il y a beaucoup de femmes, j'ai essayé de leur intégrer, en fait, faire intégrer dans la société, d'essayer de forcer de prendre des cours français pour la langue française ou faire de petits travaux. En fait, comme ils savent pas beaucoup, ils savent pas travailler, en fait, ils savent pas parler, pardon, ils savent pas parler français. Et le travail qu'ils font, c'est des petits travaux de ménage. Et au lieu de travailler, en fait, en ménage, ils disent que bon, on reste à la maison. Le moment que quand ils restent à la maison, en fait, ils se ferment entre eux et je vois leurs enfants aussi. En fait, ça devient, pour intégrer dans la société, ça devient plus difficile. Je compare avec mes enfants ou autour des amis ou des familles qui en ont autour. Je vois que vraiment la lutte qu'on fait, par exemple. Quand j'étais en Turquie, quand j'étais petit, en fait, mes études, c'était naturel. Je dois aller au primaire, au collège, au lycée, après à l'université. Parce que c'était, même malgré qu'il y avait des difficultés, c'était naturel, ça produit. Bien sûr, ce n'était pas produit dans chaque famille. Mais ici, je vois que, en tant que garçon ou fille, les enfants immigrés, ils font leurs études jusqu'au lycée, maximum. Ils améliorent, en fait, ils avancent pas. Est-ce que c'est leur culture, leurs parents ils sont pas formés, c'est pour ça? Ou est-ce que il y a un, comment on dit, refus par la société? Je ne sais pas, en fait. C'est pour ça qu'il y a vraiment, c'est notre lutte pour que les femmes ou les enfants d'ici, qui sont nés ici, qui sont immigrés, pour qu'ils s'intègrent en même temps, pour qu'ils puissent réussir en fait leur parcours. Les femmes, je vois aujourd'hui, une petite anecdote, il y a une dame qui est depuis un an elle est là, avec ses 2 enfants qui ne parlent pas français. Ils ont une possibilité de faire amener quelqu'un, en fait, des enseignantes pour faire apprendre la langue avant qu'il fait le cours. Et par contre, déjà, les enfants, ils ont déjà perdu une année. C'est parce qu'ils ne savent pas parler anglais. Ils ne savent pas parler français. Voilà, français. Et quand même, je vois l'effort qu'ont fait les systèmes aussi. Ils essayent pour qu'ils puissent intégrer, mais je trouve que c'est pas suffisant. Bien sûr, la famille, par exemple, l'autre jour, elle m'a demandé est-ce que je peux être pour en tant qu'interprète, pour qu'elle puisse parler. Son fils, il est malade, de s'exprimer à sa maîtresse. À ce moment-là, j'étais
tu écris en kurde, je vais traduire. En fait, tu écris en kurde dans le cahier, je vais traduire à maîtresse. Mais c'est pas grave pour ça. Sois à l'aise. En fait, le système de culture, c'est rien à voir ce qui où on vient en fait. Mais bien sûr, c'est positivement, ça change. Ici, là-bas, c'était fermé. Maintenant, ça est devenu pire en pire. C'est un peu les petits enfants, surtout les filles, ils considèrent comme Alexia, elle a dit, il faut pas dire joli aux filles, mais là-bas, c'est vraiment maintenant, on fait grandir les filles pour être un bel épouse, en fait. Et ça, c'est devenu pire en pire et ça fait peur. Voilà. Bon, alors on va devoir arrêter Zaïtian. Alors c'est pas sur notre positif parce qu'effectivement ça fait peur là. Vraiment, on sent que il y a un retour en arrière. Alors, je vais devoir imposer mon pouvoir qui est celui du temps, puisqu'on s'était donné 1h30 maximum. On n'a pas abordé, on a vraiment fait qu'effleurer la question et c'est très frustrant. Alors, je suis désolée, j'espère que vous ne vous sentez pas censuré. J'espère qu'on pourra continuer cet échange plus tard. En tout cas, alors peut-être à l'occasion de chaque université, c'est vrai qu'on fait souvent référence à la Cité merveilleuse qui avait été une initiative du théâtre à l'occasion des Journées du patrimoine en septembre 2018. Et donc, le théâtre était transformé en Cité merveilleuse. Et donc, voilà, c'était un lieu utopique. Peut-être que, alors vous me direz si vous êtes d'accord avec cette conclusion, j'ai l'impression que pour arriver à cette cité merveilleuse dans le cadre de la question qui est évoquée aujourd'hui, c'est vraiment une question d'éducation. On a beaucoup entendu le terme de déconstruction, de formation dès le plus jeune âge. Et voilà, donc peut-être effectivement pour atteindre cet idéal de justice, parce que je crois qu'aussi vos définitions du féminisme notamment, c'était des définitions qui tendaient vers cette notion de justice. Donc pour être dans un monde un peu plus juste, espérons que les enfants, les jeunes générations seront éduqués pour vivre dans un monde plus homogène, avec déconstruisant les stéréotypes. Et voilà. Je ne sais pas si cette conclusion vous satisfait. Ouais. Est-ce que vous voulez ajouter un mot? Non, mais en fait, ce que tu dis, Emeline, est important, c'est-à-dire que on ne peut pas clôturer le débat. Je pense qu'on l'a que survolé, et je trouve qu'au contraire, ça sert presque d'introduction à le déployer à d'autres endroits sur la question du pouvoir, des femmes au pouvoir, et ainsi de suite. Et ça donne très envie de continuer la conversation, et il faut qu'on trouve un moyen de le faire, en effet. Yael. Moi, je trouve ça extrêmement frustrant, parce que j'avais prévu de vous parler de la façon dont j'allais transformer le théâtre de la Cité en théâtre de l'Ouvocité. Et donc, je ne vais pas pouvoir le faire parce que le programme est dense. Mais voilà, donc je suis ravie, j'ai pris ma fonction, enfin, nous avons pris, puisque c'est une direction collective, nous avons pris nos fonctions hier. Donc, le théâtre de la Cité est devenu le théâtre de l'Ouvocité depuis 24 heures. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur le site pour voir un petit peu ce qui s'y passe et ce qui va changer. Très bien, merci beaucoup. Alexia. Le micro, Alexia. Alors, juste 10 secondes pour dire qu'on l'a peut-être juste à peine évoqué. Essayons de parler tous et toutes en langage inclusif. C'est hyper important que les femmes et les petites filles notamment entendent les métiers au féminin, les rôles au féminin. Arrêtons de parler des dirigeants, des entrepreneurs, des chercheurs, des patrons, des acteurs politiques. Et le langage structure la pensée, je le crois profondément, et ce qui n'est pas dit n'existe pas. Voilà. If she can hear it, she can be it. En bon français. C'est ça. Zaïtian. Juste, je voudrais dire Jian Azadi, ça veut dire la femme, liberté et femme, la vie et la liberté. Jian Azadi. Merci. Et Julie, peut-être.
votre micro. C'est bon, Ouais. ça y est. Non, juste dire, pour les postes féminisés, je suis à fond pour. On l'a mis en place partout. Donc, tous les postes qui sortent à la mairie, à la métropole, ils sont tous féminisés parce que c'est la première chose à faire. Donc, oui, oui, oui. Et on est tous et toutes d'accord, hein. Alors toutes, parce qu'on est en plus en force numérique. Alors toutes, on va le dire, toutes et tous d'accord pour au fond se dire que tous les jours on arrivera à convaincre. Je crois que c'est ça, quoi. Et des petites choses, des petits mots, voilà, au quotidien, ça permet d'avancer. Et surtout, arrêtons de culpabiliser, parce qu'au fond, le fin mot, est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il n'est pas que on se demande toujours au fond, est-ce qu'on peut assumer tel poste? Parce que au final, eh ben, on a des enfants, on a ci, on a ça. Donc au final, est-ce que, et c'est ça qu'on se renvoie parfois, et ça, faut arrêter la culpabilité. Et ça, c'est peut-être le plus dur en fait. Voilà. En effet. En tout cas, merci à toutes et à toi. Je tiens à dire que le public du Théâtre de la Cité nous a manqué, donc on a hâte de retrouver en chair et en os le public pour pouvoir échanger à l'occasion d'autres universités, mais aussi de se retrouver pour des spectacles et autres événements organisés en ce lieu. À bientôt, au plaisir de vous retrouver et encore merci à toutes et à toi Stéphane. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.